Bon, bonjour tout le monde. Encore une fois. Bonjour Yoav. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour Yoav. Salut tout le monde. Alors, Isabelle, on va profiter du temps qu'on a. On va commencer. Ok. Voilà. On t'a pas attendu, Yoav, du coup, on a commencé. Oui, c'est parfait. C'est parfait. On a été indiscret, on a écouté. Hein. La Mishpacha, on la connaît un peu. Et comme c'était prévu, c'était un peu à l'envers. Voilà, c'est ça. Voilà, je vois que papa et maman est là, la famille est là, super. Bon, je vais d'abord, il y a encore du monde qui arrive. Alors, Isabelle, je vais éteindre le micro de tout le monde et on va commencer. Alors, tout. Et il faut activer. Essaye. Oui, c'est bon, j'ai activé mon micro. Super, ça marche. Alors, avant peut-être qu'on parle de maths et tout ça, je pense que c'est un moment un peu émotionnel et important pour la communauté quand même. Et par rapport à votre histoire de la famille. Et voilà, chacun d'entre nous a une magnifique histoire et ils font des milliards de zooms de chaque famille. Et on va essayer de faire ça, mais je pense que quand même il y a des choses à s'exprimer par rapport à ça. Alors peut-être avant qu'on parle de l'entreprise et de Matzah et des produits et tout ça, si tu peux expliquer, je vais montrer quelques photos de la choule et des cimetières aussi, de Soul sous forêt, voilà. Un peu donner comment dire, un peu de background sur la communauté de Soul sous forêt. Alors, Yoav, si tu permets pour ça plus précisément, et si papa est d'accord, je vais plutôt le solliciter lui. C'est parfait. Moi, je gère bien les matzot. L'autre partie, chacun son truc. Chacun son hobby. Donc, papa, si tu veux bien donner un peu de background, comme a dit Yoav, et juste ouvrir ton micro. Le micro est ouvert, c'est bon. Oui. Et je préparais des photos, alors on peut voir des photos. Et juste un instant. Voilà. C'est à vous. Bien, alors moi j'aurais une première suggestion à faire, c'est l'image, la photo de la synagogue, là. C'est une photo de 1962, donc qui a été remise en état, partiellement reconstruite à l'intérieur suite à la guerre. Mais cette photo aujourd'hui est complètement désuète, parce que vu les bonnes relations que j'ai avec la ville de Soultz, avec le maire, les maires de Soultz, nous avons ensemble remis en état les tourelles que vous voyez, qui n'ont rien à voir avec les tourelles d'origine. Et c'est avec plaisir, ce sont des bulbes qui sont en place maintenant. Ça a été un investissement considérable pour la commune. Et je suis tout prêt, bien sûr, à vous envoyer une photo actualisée de la choule. Voilà. Ah, ben voilà. Voilà. C'est la magie, c'est la magie. Mazel tov. La restauration a été rapide. La restauration a été rapide. Merci. Alors, Guy, j'ai une petite question. Pourquoi les lignes de couleur, pourquoi les décorations comme ça? Alors, réponse, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai vu les plans qui sont sortis des bâtiments de France. À l'origine, tout à fait à l'origine, donc en 1875, la synagogue avait ces rayures-là. D'accord. Et donc, les bâtiments de France ont exigé qu'on refasse la même chose. Je crois qu'à Saint-Louis, d'ailleurs, dans le Haut-Rhin, c'est pareil. Ouais. C'est magnifique. Je ne sais pas si c'est pas à Saint-Louis, c'est des pierres de différentes couleurs. Ouais, je pense que tu as raison, Michel. Là-bas, c'est des différentes pierres. De pierres. Ouais. C'est fort probable. C'est fort probable. Vu la photo, là, je veux préciser que c'est aussi la ville de Soultz qui a remis en place ces vitraux. D'accord, d'accord. Et la restauration a été faite à quelle année? Ouais, à peu près 4-5 ans. D'accord. Ça veut dire que les tours étaient restaurées il y a 4-5 ans? Par La totale. Hein.
Ça a été carrément reconstruit. On a démoli les anciennes tours que vous avez vues sur la photo initiale. Pour reconstruire, ça a été un travail de près de 2 mois par un artisan charpentier spécialisé dans la chose, puisqu'il y a beaucoup de courbes dedans. Et c'est là que ça a été refait. D'accord. Et aussi, je vais juste préciser une chose en passant, ce qui n'arrive pas souvent dans les synagogues de campagne, ou même de campagne un peu éloignée, comme on considère souvent Souls. Nous avons organisé il y a 7 ans la cérémonie du 11 novembre à la Choule. D'accord. La cérémonie officielle, hein, avec toutes les autorités qui étaient présentes à la Choule. Voilà, là on voit la choule à l'intérieur. Voilà. Existe-t-il une photo de la choule telle qu'elle était avant sa diminution interne? Ah non, pas du tout, pas du tout. Le lieu de culte était le bâtiment entier allait d'en haut. Oui, non. Est-ce qu'il y a une photo du bâtiment tel qu'il était à l'original? Non, parce que c'est justement là que ça a été détruit. Elle n'a pas été détruite extérieurement, mais tout l'intérieur a été complètement saccagé. Les seules choses qui sont restées, vous voyez les arches de part et d'autre, à droite et à gauche, qui supportaient les galeries des dames. C'est tout ce qui est resté. Autrement, l'intérieur a été entièrement saccagé. Et il n'y a aucune photo de l'époque? Non. Elle ressemble à la synagogue de Bâle. Oui, Leimenstraße à Bâle, exact. Oui, ça ressemble à la synagogue de Bâle. Les rayures et tout c'est l'architecture mauresque. C'est un peu style mauresque. Oui, ça peut. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'il y a à la synagogue? Parce que la synagogue est divisée, si j'ai bien compris. La synagogue a été divisée, non? Premier étage. Ah oui, oui, divisée, effectivement. En 1962, bon, à Soult, il y avait encore à peu près 50 âmes juives. Mon père, avec le consistoire et avec la municipalité, ont décidé de la restructurer à l'intérieur. Donc, rez-de-chaussée, le lieu de culte. Premier étage et deuxième étage ont été aménagés pour recevoir des colonies de vacances. Colonies de vacances juives ou... Ah non, juives, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, un occupant principal a été, tout le monde le connaît, si je dis Clo-Clo, avait un abonnement tous les ans pendant 2 mois pour l'occupation de la Choule en tant que colonie de vacances. Il y a aussi eu le groupe Yeshurun qui est assez souvent venu en week-end à Soult, et l'un ou l'autre mouvement pour des manifestations de jeunes. D'accord. Juste une anecdote. La colonie de vacances, une des colonies de vacances de Clo-Clo, un jour, s'est retrouvée une monitrice qui est devenue Simone Neumann, ma femme. D'accord. Oh. Ça fait partie de l'histoire de Neumann. Alors, tout reste dans la famille, je vois. Exactement. Et je m'occupe beaucoup pour que la synagogue reste en bon état. Et je dois dire, comme je l'ai cité tout à l'heure déjà, la ville de Soult, le maire de Soult, les maires de Soult sont toujours présents lorsqu'il y a lieu pour un travail, pour une réparation, quoi que ce soit, et pour l'organisation de manifestations que nous faisions au moins une fois par an jusqu'avant maintenant ce fameux Covid. Ouais. Nous avions une manifestation culturelle par an à la synagogue que nous comptons bien remettre en place dès que la situation sanitaire nous le permettra. Alors, quel type d'activité il y a aujourd'hui au premier étage? Au premier étage, alors là maintenant, il y a le cercle d'histoire et de généalogie de l'Outre-Forêt qui ont leur siège là-bas et qui est une association très active. Je crois qu'ils sont une centaine de personnes qui se réunissent toutes les semaines au niveau de tout ce qui est archéologie et généalogie. Voilà. Généalogie. D'accord. Alors, on va continuer. Alors, le cimetière. Le cimetière. Le cimetière date il n'est pas si vieux que ça, de 1907. Et avant ça, la communauté juive utilisait quel cimetière? Haguenau, oui. Des Haguenau.
J'ai parlé à Jean-Loup Lévy là récemment, qui fait beaucoup de recherches, comme tu le sais, Yoav, sur le cimetière, et il a trouvé au moins entre 50 et 70 tombes juifs de Soultz qui ont été enterrés. Incroyable. Incroyable. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis aussi très fier de mon cimetière parce qu'il est parfaitement entretenu, macadamé pour les chemins, en herbe, et la mairie aussi, grâce à ses bonnes relations, me l'entretient parfaitement. Ouais. Il y a quelques tombes remarquables comme celle-ci, et il y en a beaucoup. Là, sur le côté à droite, le long de la haie, vous pouvez voir ces petites colonnes. Ce sont, je ne vous apprends rien, des sépultures d'enfants qui sont restés là, dont un frère de mon père. D'accord. Alors, je voulais juste ajouter que tu as raison, le cimetière est nickel. Voilà. Merci. Ça fait plaisir de voir un cimetière comme ça. Merci. Et j'en suis fier. Ouais. Vous pouvez. Hein. Merci. Merci. Alors, on va avancer maintenant. On arrive, je pense que c'est l'heure de goûter. Alors, les cafés prêts, Isabelle? Les cafés prêts, Yoav. Juste une seconde, peut-être qu'Isabelle va le préciser. La photo que vous voyez à gauche de l'écran, la photo ancienne, est une photo de la fabrique de Motorscholz. On va arriver à ça. D'accord. Guy, merci beaucoup. Je t'en prie. Isabelle. Oui. Il était une fois. Il était une fois une histoire de famille et de Matzot. Les deux sont liés à Soultz-sous-Forêt depuis 1907. Bon, je vais commencer. Voilà, avec le uniforme. Oui, bah, comme dans toute industrie alimentaire, aujourd'hui, on est obligé d'avoir effectivement un uniforme. Donc là, vous découvrez mon arrière-grand-père, Max Heumann, et sa boulangerie. C'était une photo de la boulangerie en 1911. Boulangerie qui avait une particularité. Donc à l'origine, Max Heumann était boulanger traditionnel. Il avait une boulangerie. Et la particularité est que cette boulangerie s'appelait, alors évidemment c'était sous mandat allemand, donc la boulangerie s'appelait Brot- und Feinbäckerei B. Heumann. Donc Max, c'était pas son nom, c'était Bertha Heumann, mon arrière-grand-mère. Donc la boulangerie portait le nom de mon arrière-grand-mère. Assez rare pour le souligner. Nous supposons qu'elle a dû certainement apporter quelques fonds pour pouvoir avoir le droit d'avoir son nom sur cette boulangerie à Soultz-sous-Forêt, donc déjà. Alors, c'était une boulangerie qui n'était pas forcément cachère, non? Non, ce n'était pas une boulangerie cachère, pas que je sache en tout cas. C'était vraiment la boulangerie du village. D'accord. Voilà, là, on voit la boulangerie. Voilà, tout à fait. C'est le premier bâtiment à droite. Hein. Ouais. Voilà, exactement. Bon, j'ai compris que la marche n'a rien à voir avec la boulangerie. Non, c'est simplement une photo que quelqu'un du village a retrouvée et nous a donnée en disant « mais il y a votre boulangerie de l'origine dessus ». Ah, c'est super. Donc voilà la boulangerie qui a été construite en 1962, c'est juste? 52. 52, oui, pardon. Il ne faut pas que je dise de bêtises, là je vais être contrôlée sur les dates. Donc, voilà la boulangerie reconstruite en 1952 parce que à l'issue de la guerre, la boulangerie a été, à l'issue de 39-45, la boulangerie a été totalement détruite. Donc ça, c'est une photo. Ce bâtiment-là existe toujours aujourd'hui et c'est toujours une boulangerie. Alors, ça n'est plus notre boulangerie, mais c'est toujours une boulangerie qui continue son activité. Donc, comme je le disais, effectivement, au retour, mes grands-parents, Paul, donc Max et Bertha ont eu un fils, Paul, qui s'est marié avec Berthe. Bon. Et Paul et Berthe ont repris la boulangerie de Max et Bertha
Et mon grand-père avait des amis à l'université de Strasbourg et au début de la guerre, les copains lui ont dit « Écoute, nous on s'en va, on va se cacher, on va se réfugier à Clermont-Ferrand. Viens avec nous, pars avec nous. » Et mon grand-père et ma grand-mère ont tout laissé et sont partis donc à Clermont-Ferrand. Ils ont été cachés par une famille de boulangers, les Granets. Ma grand-mère a travaillé dans une mercerie-bonneterie pendant la guerre et mon grand-père a fabriqué des bredels, les petits gâteaux de Noël traditionnels alsaciens, qu'il vendait à Prise Unique Clermont-Ferrand. Donc Prise Unique, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, tout le monde sait à quoi ça correspond. C'était les supermarchés, les premiers supermarchés de l'époque. Et pendant donc toute la Deuxième Guerre mondiale, Paul et Berthe étaient donc cachés à Clermont et Max et Bertha étaient cachés, réfugiés au Dora. Bertha est décédée au Dora, on ne sait pas dans quelles circonstances, et je pense qu'elle a été malade. Et Max, donc, lui, a survécu. À la fin de la guerre, donc, quand Paul est revenu, il s'est retrouvé devant une ruine. Alors, pour la petite histoire, c'est une photo qui m'est très chère. Je fais juste une parenthèse parce que quand j'ai un peu d'embêtement, je vais le dire comme ça, je me mets devant cette photo et je me dis que lui, à ce moment-là, que Paul, à ce moment-là, devait avoir d'autres embêtements nettement plus graves que les miens aujourd'hui. Donc, Paul et Berthe sont revenus. Max aussi. Paul s'était plutôt bien débrouillé pendant la Seconde Guerre mondiale et aurait pu prendre la direction de Prise Unique Strasbourg. Mais Max était aussi de retour et c'était une époque où on disait oui ou oui à son père et Max a dit à Paul, tu remontes la boulangerie, tu reconstruis tout. Paul et Berthe ont donc reconstruit cette boulangerie, sont repartis de zéro et ont redémarré la boulangerie. Et puis, rapidement, à la fin des années 40, Paul a cherché une activité complémentaire à son activité de boulangerie. Et il a eu le choix de reprendre soit une fabrication de bretzel, soit la manufacture de matzot de Muttersols. Et évidemment, donc là, c'est la petite photo dont papa parlait tout à l'heure. Hein, c'est une photo de la manufacture de Muttersols. Donc, Paul a fait de la délocalisation, puisque Muttersols c'est assez loin de Soultz-sous-Forêt, c'est à peu près 60-70 km. Paul a fait de la délocalisation en 1949. Une partie des contremaîtres qui exploitaient cette manufacture sont venus s'installer à Soultz et il a déménagé les machines pour installer le tout à l'arrière de sa boulangerie traditionnelle. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure des matzot à Soultz-sous-Forêt. Initialement, donc là on voit, alors sur cette photo, donc c'est la manufacture installée à Soultz-sous-Forêt. Pour l'anecdote, donc le monsieur avec un béret à gauche du petit garçon, c'est Paul, donc mon grand-père, voilà exactement. Et le petit garçon en culotte courte, eh bien c'est Guy Heumann. Voilà. Voilà. Il a très peu changé, on le reconnaît très bien. Donc, c'est le chapeau qui a changé. Pardon? Le chapeau a changé. Oui, le chapeau a changé. Donc, c'est comme ça qu'a démarré la fabrication des matzot. Donc, Paul a souhaité démarrer cette fabrication uniquement pour Pessard. Donc, ça convenait bien à son rythme de production, puisque la fabrication, elle compensait un espèce de creux d'activité entre janvier et mars dans sa boulangerie traditionnelle. Et du coup, la fabrication des matzot venait compenser ce creux d'activité, puisqu'on fabriquait les matzot décembre, janvier, février, mars, jusqu'à Pessard. Et puis après, très peu d'entre vous, d'ailleurs, continuent à consommer des matzot après Pessard. C'est fort dommage, parce que c'est très bon avec plein de choses. Je referme la parenthèse. Donc, c'est ainsi qu'a démarré l'aventure des matzot. Et puis, malheureusement, mon grand-père a continué cette fabrication. Donc, voilà Paul en photo.
Cette fabrication a continué jusqu'à la fin des années 60, uniquement de manière saisonnière. Paul est tombé gravement malade et est décédé en 1972. Il a fait un infarctus. Et ma grand-mère, qui travaillait dans la boulangerie, donc voilà mon grand-père et ma grand-mère, une femme de tête, parce que dans ces années-là, travailler dans le monde, dans le milieu de la boulangerie, aujourd'hui ça nous semble presque normal, mais à l'époque c'était pas simple du tout et pas tellement ouvert aux femmes. Donc ma grand-mère s'est retrouvée seule à la tête d'une boulangerie, pâtisserie, salon de thé avec la fabrication des matzottes. Et ma grand-mère a dit à mon papa, écoute, il faut que tu arrêtes tes études et il faut que tu viennes m'aider. Donc mon père a arrêté ses études en première, est devenu maître boulanger, confiseur, c'est juste, voilà. Et est entré dans la boulangerie pour aider ma grand-mère. Quelques années plus tard, donc il a rencontré maman et ils se sont mariés. Maman est également tombée dans le pétrin de la boulangerie. Comme bon nombre de femmes dans l'histoire des Heumann, a tenu les cordons de la bourse. Et elle a dit à mon papa, c'était fin des années 60, on a un outil de production qui ne tourne que 3 mois par an. Et les 9 autres mois, il faut l'entretenir et ça coûte cher. Donc, il y a 2 options. On arrête tout ou tu te débrouilles pour faire tourner toute l'année. C'est le genre de défi qu'il ne faut pas lancer à Guy Heumann. C'est le genre de défi qu'il aime bien relever, comme il en a relevé tout plein durant sa carrière. Et du coup, au début des années 70, mon papa a décidé de sortir les matzottes de leur contexte religieux et de les proposer comme une alternative à tout ce qui existait à l'époque, la biscotte. Aujourd'hui, on connaît plein de pains craquants, style cracotte, etc. Mais à l'époque, il n'y avait que de la biscotte. Et du coup, pour ce faire, mes parents ont participé au Salon international de l'alimentation en 1974. Ils étaient très fiers et vous imaginez très à l'aise puisqu'ils avaient un petit stand de 6 mètres carrés entre Poulain et Banania avec une boîte de pain enzyme, celle que vous voyez en photo. Donc, pain enzyme totalement sorti de son contexte religieux, complètement proposé, on va dire, comme un produit diététique à l'époque. Alors, la boîte, elle est rouge, blanche et verte. Blanc et vert sont toujours les couleurs de Souls, et rouge était la couleur de la boulangerie. Avec cette boîte-là, mes parents ont fait ce salon qui existe toujours, le Salon international de l'alimentation. C'est vraiment la grand-messe des produits alimentaires en Europe. Et après une semaine de salon, sont revenus avec un certain nombre de remarques des visiteurs, à savoir qu'est-ce que c'est que ce pain italien, pain enzyme, c'est le pain des Juifs, qu'est-ce que c'est que ça ? Fort de cela, mon père a réfléchi, a changé les choses et a commencé alors ça, c'est les matzottes de mon grand-père, mais les matzottes pessardiques, les matzottes de Pâques. Donc, au retour du salon, mon papa a créé une marque, Croustilla. Alors là, elle est un peu cachée, mais il y a un C, pour justement sortir le pain enzyme encore plus de son aspect religieux, a changé la boîte en mettant à côté champ de blé, etc., avec du jaune, du brun, pour être plus dans l'univers diététique. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure du pain enzyme hors Pessard, je vais dire ça comme ça, puisqu'il est parti faire du dépôt-vente dans les supermarchés de la région, en disant, écoutez, voilà, ceci est du pain enzyme, c'est une alternative à la biscotte. Je vous propose, je vous laisse un carton ou 2 cartons, je reviens dans 8 jours. S'il est vendu, je vous remets un carton. S'il n'est pas vendu, je reprends. Et c'est comme ça que cette aventure du pain enzyme en dehors de Pessard a démarré. Ça a plutôt bien fonctionné. Le Salon international de l'alimentation, comme son nom l'indique, était surtout international.
Donc, mon père est rapidement parti à l'international et a commencé à développer la vente du pain enzyme, évidemment des matzot également en parallèle, mais du pain enzyme et des pains enzymes à l'étranger. En 1985, mes parents ont obtenu le Grand Prix national de l'exportation artisanale parce que plus de 40% déjà de la production était exportée en Europe. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 70% d'export à travers différents pays dans le monde. Aujourd'hui, les matzot, le pain enzyme, les pains enzymes, ce sont, on va dire, on est parti d'une référence à l'origine. Mon père a commencé à en développer quelques-unes. Aujourd'hui, on est à près de 80 recettes de pains enzymes différents. Alors, à la place de l'eau, on met du jus de fruits, du jus de légumes, on rajoute des épices, on reste 100% végétal et 100% naturel, mais on a développé toute une gamme, on a changé les formes, les tailles, etc. Alors ça, c'est pas tout nous, parce qu'on n'oublie pas qu'on n'est pas tout seul. Donc, on a aussi nos confrères avec nous. Et puis, il y a une partie de produits que nous fabriquons nous aussi, alors que ça soit à notre marque ou pour des marques d'épicerie fine, pour des marques de diététique. Il faut savoir aujourd'hui aussi que les matzot, c'est fabriqué, ou les pains enzymes sont fabriqués pour l'univers médical avec des produits hyper protéinés. Donc, on rajoute des protéines végétales pour des régimes amaigrissants, pour des régimes reconstituants, puisque ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais le pain enzyme, c'est de la farine et de l'eau, pas de sucre, pas de sel, pas de matière grasse. Ça convient bien à un grand nombre de régimes très contraints. Nous travaillons donc pour le paramédical, pour la diététique. Nous avons développé toute une gamme de pains enzymes à base de céréales anciennes. Donc, on aide les agriculteurs à remettre en culture des céréales abandonnées. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille des pains enzymes à l'épeautre, au petit épeautre, au quinoa, au sarrasin, etc. Donc, on a beaucoup varié les choses. Alors là, on se trouve dans l'atelier de production, à la sortie du four et aux pains enzymes qui doivent refroidir naturellement parce que si on les refroidit en soufflant de l'air froid dessus, au lieu d'être croustillants, ils deviennent durs et cassants. Donc, on a besoin d'un peu de longueur pour laisser les matzot refroidir naturellement. Donc là, on le voit. Et puis, après ça, aujourd'hui, les matzot sont conditionnés de manière assez automatique. Sur une ligne de fabrication, il faut à peu près 3 personnes pour fabriquer des matzot. Nous avons ce qu'on appelle un pétrisseur, donc quelqu'un qui mélange la farine et l'eau. Et puis, ensuite, on lamine, on écrase la pâte de plus en plus fin, on la coupe, on la prédécoupe et on fait les petits trous, on la cuit, et puis ensuite, on l'emballe. Alors là, vous voyez des pains enzymes qui sont à notre marque, mais qui partent pour le marché allemand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on voit différentes étapes. Il y a une partie qui est manuelle et puis il y a une partie qui est robotisée. Je ne sais pas si on les verra. Voilà, conditionnement. Donc ça, c'est la partie où on met les matzot sous le film transparent. Voilà, comme je vous disais, il faut 3 personnes pour faire tourner une ligne de fabrication et on a robotisé il y a 6 ans maintenant une des lignes de fabrication. Donc, il y a 3 robots qui font des piles de matzot. Voilà, donc nous voilà en production avec la sortie des fours. Isabelle, tu as dit qu'il faudra 3 personnes, mais je pense que vous avez dans votre famille une autre famille. Toutes les personnes qui travaillent avec toi, je pense que c'est vraiment une entreprise familiale finalement, non? Oui, on a gardé effectivement. Alors, on a gardé. D'abord, nous sommes une petite équipe. Nous sommes 25 collaborateurs. Et puis, ça fait partie des valeurs que j'ai reçues et que je continue en tout cas, que j'essaye de transmettre. C'est le respect de l'autre, le goût du travail bien fait et l'entraide. Donc, c'est vraiment les 3 valeurs fondamentales de la maison.
je suppose qu'effectivement, quand on visite, ça se ressent souvent. On me fait la remarque en me disant « Ah, mais chez vous, ça se sent ». Donc, j'ose penser qu'une partie de la mission arrive à être accomplie correctement. Voilà. Et que je suis dans le… Je confirme, j'ai eu le privilège de faire la visite avec Yoav en votre compagnie. D'ailleurs, c'est moi que vous voyez sur la photo. Je confirme qu'on ressent bien cet esprit dont vous parlez. Merci. Isabelle, je voulais te demander, comme tu étais petite, voilà, est-ce que tu as grandi dans cette poussière de farine? Oui, j'ai grandi dans l'univers des matzot. Toute petite, Voilà. Pendant mes vacances, moi, je mettais les sachets dans les boîtes, je mettais les boîtes dans les cartons, je courais dans… Alors, à l'époque, il y avait moins de, comment je dois dire, de restrictions et de limites telles que ça peut l'être aujourd'hui, puisqu'on est passé sur un stade industriel très contraint. On travaille avec des très grandes marques, donc on a beaucoup de contraintes et on doit être strict. Mais effectivement, petite, j'ai beaucoup cavalé entre les palettes de matzot, les camions qu'on chargeait. Je faisais avec la chaîne humaine pour charger, parce que tout au début, on chargeait à la file, on était plusieurs et puis chacun, on se passait les cartons pour les charger dans les camions. Donc moi, je me souviens de ça quand j'étais petite. Ouais, tu as commencé à quel âge à peu près? Pardon? À quel âge tu as commencé vraiment à être physiquement travailler avec la famille? Alors, la fin de mes études, c'était un vrai choix. Alors, je n'ai pas été obligée, c'était un vrai choix. À la fin de mes études, j'ai fait un stage dans une entreprise de boulangerie industrielle en Allemagne, une très grosse entreprise, et rien à voir avec la taille de ce que je connaissais. Et puis, à l'issue de ce stage, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas tenter l'aventure? Et donc, j'ai très courageusement, à l'époque, pris mon téléphone, appelé ma maman en lui disant, est-ce que tu crois que papa et toi, vous seriez d'accord pour que je vienne travailler avec vous? Et là, ma maman, une femme de tête, comme toutes les femmes de la lignée, m'a répondu, écoute, je ne suis pas une boîte aux lettres, tu vas voir ton père, tu ne l'appelles pas et tu lui poses la question. Donc, bon, fort de cette petite remarque, je suis allée voir un peu, comment je vais dire, un petit peu angoissée quand même, mon père en lui disant, bon, écoute papa, voilà, est-ce que vous seriez d'accord, maman et toi, pour que je vienne travailler avec vous? Et là, la surprise était de taille. Mon père m'a répondu, je ne te réponds pas tout de suite, tu m'écris une lettre de motivation et on verra ensuite. Comme ça qu'on est tombé dans le pétrin. C'est ça, exactement. Ça continuait. Donc, j'ai courageusement écrit ma lettre de motivation et j'ai courageusement subi les foudres de mon père, puisque j'ai quand même eu 3 fois 3 heures d'entretien d'embauche. Mon père a décortiqué, c'est son grand plaisir, il aime ça, décortiquer les virgules, les mots, les sous-entendus, les espaces libres entre 2 phrases. Non, je plaisante, mais à part ça, le souci de mes parents était de savoir si… pour dire les choses très crûment, je venais là en tant que fille du patron et ça allait être cool, ou si j'avais véritablement un projet pour l'entreprise, quelle était mon envie pour cette entreprise, quelle pouvait être ma vision. Alors à 20 et quelques années, avoir une vision, c'est un peu compliqué, mais enfin, qu'est-ce que j'envisageais au moins de faire dans cette entreprise. Donc bon, je me suis défendue quand même et puis a priori ça a passé. On s'était quand même, et ça c'était d'un commun accord pour la petite histoire, on s'était fixé une période d'essai de 2 ans parce que j'avais dit à mes parents je ne veux pas porter la responsabilité de faire aller l'entreprise dans le mur pour mes ententes familiales. Donc si ça marche, je reste, mais si ça ne marche pas, je m'en vais. Ce sont mes parents qui ont construit, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui ont construit cette entreprise, vraiment à la sueur de leur front, c'est le cas de le dire. Donc, il était hors de question que si on ne s'entendait pas et si on n'arrivait pas à travailler ensemble, que je reste. Bon. L'histoire nous a montré l'inverse. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec mes 2 parents. Voilà, et du coup, effectivement, je suis restée. Ils vous ont gardé. Ils m'ont gardé, oui, ils ont bien voulu me garder. Voilà. Maintenant, c'est elle qui nous garde. Non, ça va, vous vous gardez très bien.
Bon, on s'arrête là. Voilà, donc, et donc je suis rentrée dans l'entreprise en 1996 et j'ai pris la direction en... j'ai un trou là maintenant, j'ai pris la direction en 2011. D'accord. Voilà. Et au début, tu as fait quoi à l'entreprise? Non, rien, j'attends que ça se passe. Bon, c'est le moment de déclarer la vérité. Hein. Ouais, c'est ça. Non, alors, bon, alors au fur et à mesure du développement, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on a mis en place une équipe recherche et développement. Il y a 5 personnes. Donc, on a une personne qui s'occupe des achats pour ce qu'on appelle le sourcing des matières premières, c'est-à-dire de s'assurer que les matières premières dont on a besoin pour développer un produit sont bien disponibles, qu'elles sont bien traçables, c'est-à-dire qu'elles sont fiables, elles sont de bonne qualité. Nous avons une ingénieure qualité qui vérifie, on a la charte de la maison, c'est de fabriquer que des produits 100% naturels, 100% végétales, sans OGM et pas de process de ionisation sur les matières premières. Donc ça, c'est le rôle de la qualité, de s'assurer que tous ces process-là sont bien respectés. Nous avons un ingénieur agroalimentaire qui, lui, s'occupe vraiment du développement des produits. C'est-à-dire que quand on a une demande d'un client qui dit, je vais dire, je veux un produit avec tant de taux de protéines, il faut qu'il y ait un goût salé, mais il ne faut pas qu'il y ait de sodium, il faut que ça soit conditionné par 6 tranches, je veux que ça soit des petits ronds et dans une boîte. Notre ingénieur agronome, ingénieur agroalimentaire, lui, va s'occuper de tout le développement de la recette et de dire, voilà ce qu'il faudrait, on va essayer, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, ou voilà ce qu'il faudrait rajouter comme ingrédient pour que ça fonctionne. Nous avons dans cette équipe recherche et développement le responsable de production qui, lui, va être capable de dire, oui, alors là, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Quelquefois, il ne sait pas, on est obligé de faire des essais, donc il fait des essais en disant, la pâte, ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas parce qu'il manque, il faudrait qu'on rajoute un ingrédient, c'est trop élastique, ça colle, etc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai passé. Et puis, j'en fais partie aussi, puisque une grande partie de mon travail, c'est d'être... je m'occupe de tout le développement à l'international, donc d'être en contact avec les clients. Et c'est en fait moi qui réceptionne les cahiers des charges des clients qui me disent, voilà, je voudrais développer un pain enzyme rose en 5 tranches dans une boîte bleue. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une des grandes parties de mon travail. Qu'en est-il pour du matsemel? On n'a pas évoqué encore le sujet. Comment c'est fabriqué? Le matsemel, ce sont des matzottes qu'on cuit et puis on les récupère et ensuite on les passe dans l'équivalent d'une grosse machine à café, enfin un moulin à café, on va dire ça comme ça. On les réduit en fait en poudre à nouveau et puis après on les conditionne. Mais le matsemel, c'est vraiment une consommation judéo-alsacienne qui reste, qui a même un peu tendance à se perdre. C'est une vieille habitude. Aujourd'hui, ça se pratique encore un peu. Après, il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont déjà préparés, notamment pour Pessard, avec des mix tout prêts. Donc, c'est vrai que l'utilisation du matsemel, sauf à ce qu'on aime beaucoup cuisiner, se perd un peu. Ça veut dire que tu as aussi beaucoup de responsabilités, pas seulement pour l'avenir, mais aussi par rapport au passé. Oui, tout à fait. C'est pour ça que sur nos boîtes de matsemel, il y a toujours des recettes pour qu'on sache quoi en faire. Super. Je pense que par rapport, voilà, les photos, on a terminé. Et il nous reste quand même un peu de temps. Peut-être on laisse si quelqu'un veut réagir, demander. Mais moi, je voudrais poser une question. Oui, bonjour. Bonjour, Yoav. Est-ce qu'il y avait des liens au départ au niveau de la création de l'entreprise avec les grands moulins de Strasbourg qui fournissaient la farine. Qui fournissaient la farine. J'ai le souvenir d'une de mes tantes dont le père était minotier à Fegersheim
qui bon, était quelqu'un qui était devenu assez religieux et qui me disait, je ne comprends pas pourquoi il faut manger des matzot à Pessah, parce qu'on livrait la même farine que pour faire le pain. Alors, c'est la même farine. Alors, réponse à la première question. Oui, on travaille toujours. Alors, les grands moulins de Strasbourg, pardon, excusez-moi, ont été vendus, mais on travaille toujours avec les grands moulins de Strasbourg. Et alors, dans l'absolu, c'est la même farine que pour faire du pain. Donc, c'est bien de la farine de blé, on est bien d'accord. En revanche, c'est une farine qui est surveillée. Mmh. Et il y a eu un lien au niveau de la création entre les grands moulins, les familles Baumann et puis votre famille? Non, non, non. Merci. Je vous en prie. Moi, j'aurais une question par rapport au marché des pains azimes, des matzot avant Pessah à Paris. Parce que il m'arrive souvent de passer le Pessah à Paris, parce que mes enfants sont à Paris. Et je tiens toujours à voir ces matzot et pas les matzot qu'on trouve à Paris. Enfin, je ne vais pas citer des marques. Et j'ai de plus en plus de difficultés, si bien que l'année dernière, je suis partie avec mes paquets sous le bras, dans le train. Bon, elles sont distribuées dans tous les magasins. Je ne peux pas citer d'enseigne non plus, ça je ne vais pas faire, mais il y a une grande chaîne de magasins cachers où on trouve toutes nos matzot. Oui. Ouais. Oui. Mais il y a aussi à Paris des rayons cachers dans des francs-prix, etc. Et on les trouve pas. Par contre… Après, ça dépend des magasins. Hein. Ouais. Voilà, chaque magasin fait son choix. Bien sûr. Quartier dépendant. Oui. Non, il y a des livraisons, non? Oui, il y a des livraisons, tout à fait. On livre tout le monde, il n'y a pas de problème. Comme la pizza, Bon, merci. Hein. D'accord. On va les commander par Uber alors. Oui. Par contre, pour la petite histoire, il y a un magasin qui est tenu par des musulmans, mais qui a aussi des produits cachers. Et derrière la caisse, ils avaient des boîtes de vos matzot. Alors, j'allais les acheter là-bas. Ah ben voilà. Voilà. C'est à Belleville. Hein. Ah oui. C'est le mélange par excellence. Voilà. Merci. Merci. Il y a eu combien de fabriques de matzot en Alsace? Il en reste une. Non, je parle dans l'histoire. Il y en a eu combien? Parce qu'il y a eu à Mutterschutz, il y a eu à Bolvillers, il y a eu à Waslon, bien évidemment. Il y a la vôtre. Il y en a eu d'autres? Ça, je sais. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. Pas à ma connaissance, mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu de petites fabrications dans des villages plus ou moins importants qui disposaient d'un four. Et le four a été cachérisé, je dirais, au feu directement avec du chalumeau. Et ça peut-être, mais on ne peut pas appeler ça des entreprises. C'était micro-entreprises. Je suis en train de suivre. Pardon. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il ne faut pas ouvrir juste le micro, et juste ouvrez si vous voulez parler. Merci. Ceci dit, la première machine mécanique à fabriquer des matzot a été créée en Alsace. Possible. Non, c'est sûr. Ah, oui, je vous l'accorde. Ça a été créé à Ribeauvillé au milieu du 19e siècle et ça a été la cause d'énormes débats entre ceux qui voulaient maintenir la fabrication des matzot à la main et ceux qui voudraient… Pour certains disaient qu'effectivement la mécanique c'était beaucoup plus cher que d'autres, mais d'un autre côté c'était prendre la main d'œuvre de tous ceux qui faisaient à la main et il y a eu d'énormes disputations sur le sujet déjà au 19e siècle. Mais ça, c'était aussi ce débat existe toujours entre les matzot main et les matzot machine. Hein, pour les oui, mais enfin dans une moindre mesure. À l'époque c'était vraiment un débat, ça a commencé à peu près il y a 150-160 ans. Ouais. Monsieur Rotel, j'ai une question. Pourquoi Ribeauvillé? Peut-être qu'il y avait une fabrique de matzot tout simplement là-bas.
Je peux vous lire, on inventait un procédé pour fabriquer mécaniquement des matzot, alors que jusque-là, les matzot étaient faits à la main. Depuis le pétrissage jusqu'à la fin de la cuisson, il fallait une main-d'œuvre abondante et une surveillance permanente pour que la durée de la fabrication ne permette pas à la pâte donc de lever et donc devenir de Hametz. Le système mécanique remédiait en grande partie à ces inconvénients. Mais cette nouvelle invention provoqua une polémique très grave dans le monde rabbinique, polémique qui n'est pas réglée encore totalement aujourd'hui, c'est vrai. Les uns invoquaient la tradition, ils rejetaient toute nouveauté, parfois sans connaître le procédé de fabrication, déclaraient Hametz les azim ainsi confectionnés. Donc, le débat était assez virulent. La polémique débuta dès l'apparition des matzot faites à la machine. Le rabbin de Brody, Shlomo Kluger, publia une déclaration à la Maison d'Israël dans laquelle il attaqua avec violence Yosef Shaul Natanzon, le rabbin de Lemberg, qui avait permis l'usage de cette machine dans sa communauté. Les deux rabbins étaient des autorités de premier plan, mais le rabbin de Lemberg était beaucoup plus impliqué dans les problèmes quotidiens de la vie de la Kehillah. Or, les matzot industriels étaient beaucoup moins chers, donc plus accessibles aux classes pauvres. Deux clans se formèrent. Les uns se rangèrent aux côtés du Rav Kluger, interdisant les matzot fabriqués mécaniquement. Les autres, suivant la décision du rabbin Lemberg, firent installer des boulangeries de pain azim fonctionnant uniquement mécaniquement. La déclaration des interdisants fut signée par certains décisionnaires éminents et demeure en vigueur en Europe orientale et centrale, surtout parmi les chassidim. Mais si de nombreux fidèles continuent à ne manger que des matzot manuels, on ne peut interdire, même dans ces régions, les matzot industriels. La contre-déclaration du rabbin Natanson a reçu l'approbation de la plupart des maîtres ashkénazes, parmi lesquels Rabbi Jacob Ettlinger, rabbin de trois communautés, Altona, Hambourg et Wandsbek, de Rabbi Isaac Dov Bamberger du Würzburger Rav. Aussi, ces autorités universellement reconnues figurent les approbations du rabbinat français. Mendel Dayan, Emmanuel Deutz, grand rabbin du consistoire central, le rabbin Henry Deutsch, grand rabbin de Paris, Isaac Baer, le rabbin Rabbi Yitzhak de Bischheim, le rabbin Lippmann Bloch de Ribeauvillé et Michel Cerf de Berkheim. Voilà. Et pourquoi tout ce débat? C'est que l'inventeur de la machine, en 1836, était un juif alsacien, Isaac Yitzhak Singer de Ribeauvillé, né en 1802. Voilà, pour la petite histoire. La réponse est Merci. Pardon? Merci. C'est la réponse. Pourquoi Ribeauvillé? Oui, pourquoi Ribeauvillé? Parce qu'il est originaire de Ribeauvillé, Voilà. c'est lui qui a créé la machine. Oui, d'accord, mais il y avait une grosse communauté à Ribeauvillé pour que Il l'origine... y avait une communauté à Ribeauvillé. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci Michel. Alors, est-ce qu'il nous reste encore du temps? Est-ce que quelqu'un veut déposer des questions ou remarques? J'ai activé mon micro, Oui. donc c'est Doris Angèle. Voilà, Bonjour. j'en profite pour remercier Isabelle qui m'a fait très gentiment visiter sa fabrique pour mon livre Les matzot sont cuites. Donc, ça m'a été l'occasion de découvrir que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est des matzot. Donc, les gens viennent et me disent, mais c'est quoi des matzot? Alors, je dis, c'est des pains azim. Bon, quand on dit pain azim, tout le monde sait ce que c'est, mais le mot matzot n'est pas vraiment rentré dans le français. Et je vous conseille l'ouvrage de Doris, hein, si vous l'avez merci, pas lu. je l'ai sous la main. Elle est professionnelle. La pub directe, là. Merci, merci. Donc, mon pseudonyme Annette Ferme, quand même, puisque tout le monde ne le sait pas, de même qu'on ne sait pas. Oui, c'est Annette Ferme, donc voilà. Mais très, très bon ouvrage, c'est chouette. Merci Isabelle, merci. Et Doris, moi j'ai une question. Je ne connais pas les livres. Pourquoi pour toi les matzot étaient importants et pourquoi écrire sur ça? Ah ben, écoute, j'avais commencé, alors mon premier livre qui s'appelait Fais ta prière Shimon Lévi se passait pendant la fête de Yom Kippour. Et donc après, j'ai eu envie de faire un autre livre sur une autre fête. Et donc, la fête la plus importante, c'est Pessah, bien sûr. Et donc, Pessah, alors matzot, ça se passe autour du Seder, dans une famille. Et puis aussi parce que j'aime bien montrer le judaïsme rural. Et donc là aussi, voilà, les matzot sont fabriqués dans un village, dans une petite ville qui a sa synagogue, qui a sa fabrique de matzot. Donc on visite la fabrique de matzot. Et puis voilà, donc ça m'a permis de visiter la fabrique. Et Isabelle m'a
très bien reçu et c'était très, très sympa. Voilà, une très belle C'était expérience. cool, Le troisième est en préparation sur Pourrives, voilà, pour si vous voulez tout savoir. J'arrête la pub. Non, merci. Merci. J'en profite juste pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Aujourd'hui, nous continuons évidemment à produire les matzot pour Pessar et on a énormément étendu. Pessar, ça représente à peu près 18% et tout le reste, c'est des pains azimes, comme je les appelle. Mais je suis très attachée à l'idée que nous n'oublions pas d'où nous venons. Et c'est aussi ce qui guide, je dirais, ma route en tant que dirigeante et dans tous les développements de pain enzyme qu'on fait, c'est que j'oublie pas d'où je viens. Et c'est pour ça qu'aussi la philosophie de la maison, c'est 100% végétal, 100% naturel, parce qu'une matzah, c'est un produit simple. Et il me tient, moi en tout cas aujourd'hui, à cœur de continuer à développer des pains enzymes avec certes plein de couleurs, des goûts différents, mais en restant sur des ingrédients simples, rien d'élaboré et en restant fidèle à la tradition. Et par ailleurs, il m'importe, et ça, Yoav, tout à l'heure, tu l'as évoqué, oui, quelque part, pour moi, c'est une mitzvah aussi de continuer à fabriquer des matzot kasher le Pessar, de continuer à transmettre cette histoire-là et cette tradition-là. Ça fait partie, c'est pas juste fabriquer des matzot, c'est fabriquer des matzot, mais avec cet état d'esprit-là. Donc, quand on était chez toi aussi, je pense qu'on a compris que préparer le Pessah, c'est pas juste nettoyer la maison pour toi, mais c'est vraiment un grand projet pendant l'année. Ça veut dire que c'est vraiment une mission, c'est une réflexion par rapport à la production de matzot. Tout à fait. Tous les ans, à partir du mois de septembre, nous, on commence à penser Pessah, à organiser, à revoir. Et il ne faut pas oublier, il y a une chose aussi qui est essentielle, la fabrication des matzot, les contraintes religieuses, les exigences religieuses liées à la fabrication des matzot ont contribué à nous faire grandir. Alors justement, pour revenir sur le débat de la technologie, ont contribué à nous faire avancer en termes de technologie. Un certain nombre d'exigences et de contraintes auxquelles on a dû avoir à faire face dans les années 70, 80, 90 nous ont en tout cas, mon père a toujours dit chaque contrainte est une opportunité de s'améliorer, de progresser. Et on l'a toujours pris comme ça, c'est-à-dire que nos machines ont évolué. Une partie du côté moderne, robotisé, facilité, automatisé, c'est lié aux exigences de la fabrication des matzot pour Pessah. Et ça nous a beaucoup fait progresser et on ne l'oublie jamais. Merci. Oui. Oui. Bonjour. Donc, Guy Agé, j'ai été ému et impressionné par l'histoire, cette histoire familiale qui est superbe, qui est magnifique. Et j'espère qu'elle se poursuivra ultérieurement. Je voulais juste vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit que 70% de votre production était tournée vers l'exportation, si j'ai bien compris. Est-ce que, je ne sais pas, ma question va peut-être vous surprendre, mais est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de votre taux de connaissance, de reconnaissance, de pénétration dans la communauté, dans les magasins, dans les hyper, cachers, etc. Est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à une taille d'entreprise qui vous convient? Est-ce que vous souhaitez la développer plus ou pas? Voilà, donc voilà un petit peu les questions que je me suis posées et au-delà de cette admiration que j'ai pour votre histoire et cette belle histoire de famille, c'était voilà, un peu les questions que je me posais, quoi. Merci. Merci, c'est une belle question. Alors, en bonne commerciale, je vais faire une réponse avec ma casquette de directrice commerciale. En bonne directrice commerciale, je ne suis jamais satisfaite. Je me dis, il faut prendre encore plus de place dans les rayons, il faut qu'on en voit encore plus, il faut que les produits soient encore plus visibles et encore plus développés. Cela dit, le travail accompli est déjà pas mal. Alors, mais oui, j'aimerais bien continuer à développer les choses.
Sur la partie internationale, aujourd'hui, les contraintes sont ce qu'elles sont, mais on arrive à continuer à se développer et je dirais que c'est ça le plus important. Il me tient à cœur de développer sur tous les plans, aussi bien l'aspect Matzot que l'aspect pain azim. Donc, c'est vraiment de travailler sur les deux aspects. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce qu'il manque une partie? Et au niveau de la communauté, est-ce que votre taux de pénétration, si j'ose dire, dans l'environnement de la communauté, dans les boutiques, enfin, etc., vous satisfait ou est-ce que vous pensez qu'il y a un effort commercial à faire? Il y a toujours un effort à faire, c'est jamais fini, c'est toujours un développement en cours, c'est jamais une fin en soi, c'est un chemin et c'est ça qui est intéressant. Après, la consommation de matzot pour Pessah, c'est un sujet assez, comment je dois dire, assez touchy. Donc chacun a sa couleur de boîte, chacun a ses matzot auxquels il est habitué et c'est très drôle parce que ce sont des choses, c'est une tradition qui se perpétue de génération en génération. Alors, de temps en temps, moi, j'ai de la chance parce que mes copines de fac, je leur ai fait goûter les matzot et puis elles se sont mariées. Et puis, du coup, ça a fait un peu changer les choses. Donc, il va falloir que je travaille ça avec mes filles pour qu'elles fassent de la Voilà. Je voulais te demander aussi par rapport à l'avenir, mais tu as répondu déjà. Voilà, je suis très content parce qu'il y a Maurice Daon, notre président, avec nous. Je vais activer les... Merci. Merci à vous. Alors, Maurice? On n'entend pas. Micro, Maurice. Il faudra activer. Voilà. Vous m'entendez mieux? Super. 5 sur 5. Écoutez, je suis très heureux de vous entendre et de voir autant de personnes intéressées par le métier que vous faites et par l'histoire familiale de votre entreprise. Et je dois dire que, à titre personnel, l'année dernière, je n'ai pas eu la chance de fêter Pessah parce que j'étais hospitalisé. Et la première matzah que j'ai goûtée, c'était au mois de juillet, quand un Shabbat, je suis rentré à la maison pour la journée. Et je peux vous dire que le goût que j'ai eu dans la bouche m'a tellement rappelé de choses qui remontaient à mon jeune âge, mais aussi à toutes les fêtes de Pessah que j'avais eu la chance de fêter avec ma famille, que je dois dire que pour moi, c'était tellement important que votre histoire soit connue, que vos matzot soient produites, parce que je crois que les gens ont tous ce goût-là dans la bouche. C'est un goût de Pessah, c'est un goût de l'amour des pains azim, c'est un vrai goût de liberté, un vrai goût de liberté. Et je crois qu'on ne peut que vous remercier, vous et votre papa, et tous vos consommateurs. Je me félicite que le grand rabbin et le Dayan et le rabbin Gatzebag aient pu encadrer le shomer que vous avez engagé pour la période de fabrication des matzot pour que cette fabrication réponde à la fois à toutes vos exigences et à toutes les exigences halachiques. Et je suis fier d'avoir permis cette année à nouveau la bonne relation entre vous et notre institution pour que tous les Juifs du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, mais aussi tous les Juifs qui sont amoureux de la matzah alsacienne puissent trouver cette matzah dans les rayons des supermarchés qu'ils fréquentent. Et je ne peux pas ne pas terminer cette intervention sans remercier l'implication du grand rabbin dans cette réalisation pour cette année et vous dire à vous et à toute votre équipe et à tous ceux qui vous entourent, merci pour le travail extraordinaire que vous avez fait et merci de nous avoir fourni
cette année aussi de la matzah alsacienne. Merci beaucoup. Merci. Merci, Président. Je vais parler au nom des Heumann. Nous sommes très touchés de votre message et nous sommes très touchés également de l'intérêt que vous portez à la fabrication des matzot à Soultz-sous-Forêt. Donc, merci à vous, en tout cas, pour votre intérêt, pour votre attention. Je voudrais, moi, de mon côté, te dire, Maurice, combien nous sommes heureux de t'avoir vu à l'instant. Et Simone et moi te souhaitons un très bon Pessah. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est un bon bon Pessah à tous les auditeurs et à tous les présents sur ce Zoom. Et encore merci à Yoav et à Laurent pour avoir trouvé dans l'emploi du temps chargé d'Isabelle un petit créneau qu'elle vous a consacré, qu'elle nous a consacré pour cette réalisation. Merci à vous. Merci. Merci à tout le monde. Merci Maurice. Isabelle, énormément merci. Voilà, je pense que c'est un début d'émission sur le patrimoine mangeable, on peut dire. Merci. Merci à tous et à toute la famille Heumann. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il faut goûter un peu de ça aussi. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine. Peut-être que le grand rabbin veut dire quelque chose. Je le vois là sur l'écran. Alors, est-ce que le grand rabbin est avec nous? Oui. Oui, il est là, mais son micro est fermé. Alors, Harold. Voilà. Voilà, bonjour. Non, moi, j'ai suivi attentivement cette émission depuis le début. Donc, je pense que tout a été dit. Je pense que l'objectif était vraiment de donner la parole aux différents participants pour qu'ils puissent découvrir un petit peu une merveilleuse entreprise que j'ai eu la chance de connaître au travers de cet accueil extraordinaire que vous m'avez fait, chère Isabelle et cher Guy. Et je salue Simone aussi, indissociable de cette entreprise familiale. Et c'est vrai que, comme l'a rappelé Maurice, on est extrêmement attaché à poursuivre ce partenariat, même si on est conscient également des exigences qui sont les nôtres, parce que fabriquer, je crois que Isabelle l'a très bien dit tout à l'heure, fabriquer de la matzah pour Pessah, c'est quelque chose de tout à fait différent que fabriquer du pain azim pendant toute l'année. Ce ne sont absolument pas les mêmes contraintes, c'est toute une organisation. Il y a la cachérisation, mais pas simplement. On s'approvisionne, Isabelle l'a rappelé, avec de la farine qui elle-même a suivi un processus de surveillance extrêmement exigeant. Et donc, il y a tout un tas de contraintes et ça peut entraîner parfois certaines tensions, mais grâce à Dieu, on a réussi à maintenir le cap et à faire en sorte que cette aventure puisse se poursuivre, et je l'espère pendant encore de très, très nombreuses années, parce que si c'est important pour l'entreprise Heumann de continuer à fabriquer des matzot, c'est également très, très important pour le consistoire de pouvoir être le partenaire d'une entreprise de matzot. C'est quelque chose d'extrêmement symbolique pour nous et on en a, je l'avoue, une très grande fierté. Donc j'espère vraiment qu'on pourra continuer ce partenariat et avec la bonne entente et ces excellentes relations que nous avons maintenant depuis presque 4 ans, en tout cas depuis que je suis arrivé à Strasbourg. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail que vous faites, pour cet amour que vous mettez dans les matzot et qu'on puisse continuer l'aventure pendant très longtemps encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, merci encore à tout le monde. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. On va à Bischwiller. Voilà, et je vous souhaite Shavua Tov. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous les exportez, Isabelle, est-ce que vous les exportez en Angleterre aussi, ou vous les exportez à l'étranger? Alors non, alors là, non, je ne les exporte pas en Angleterre parce qu'il y a un fabricant qui fait ça très bien. Rakuten. Exactement. D'accord. Bon. Non, mais il y a quand même beaucoup de Français à Londres. Merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt. Merci.